Super, bonjour à tous. Bienvenue dans notre masterclass intitulée Entrepreneurs tous concernés par la biodiversité. Je suis vraiment ravie de parler de ce sujet aujourd'hui pour cette belle journée à Big. Et puis en plus, on a la chance d'avoir un petit peu de public avec nous, exceptionnellement. Merci à vous. Je suis aujourd'hui avec Antoine Cady. Tu es directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité. Peut-être, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer les missions de CDC Biodiversité ? Avec plaisir, merci. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, effectivement, on va parler un petit peu de biodiversité aujourd'hui. Donc Antoine Cady, je suis directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. C'est une filiale du groupe Caisse des dépôts qui travaille depuis 14 ans sur la mise en place de solutions qui visent à concilier économie et biodiversité. C'est un véritable challenge dont on va parler aujourd'hui un peu plus précisément. Super, alors on parle beaucoup de biodiversité en cette rentrée, depuis l'événement de Marseille, le congrès de la nature, mais on n'a pas toujours en tête exactement de quoi il s'agit. Donc peut-être si tu peux commencer par nous donner une définition assez simple, parce que c'est quand même assez complexe. Effectivement. Alors la biodiversité, j'aime toujours dire que d'abord c'est la vie. C'est la vie sous toutes ses formes. Ce sont les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries, leur ADN et leurs interactions. L'homme est au cœur de la biodiversité. C'est cet ensemble-là qui constitue finalement le vivant qui nous entoure, et nous allons le découvrir, le vivant dont nous dépendons. Pourquoi on parle de biodiversité beaucoup aujourd'hui ? Eh bien, simplement parce que la biodiversité va mal. On commence à savoir un petit peu mieux de quoi on parle depuis une dizaine d'années. La biodiversité, c'est probablement 7 à 8 millions d'espèces. On en connaît 2 millions. Déjà, un premier message d'humilité. En fait, on connaît assez mal ce vivant qui est en train de disparaître. Et les scientifiques, la plateforme qui s'appelle l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale qui rassemble les scientifiques et les experts de la biodiversité, l'équivalent du GIEC pour le climat, mais cette fois-ci pour la biodiversité, nous dit que finalement cette accélération de l'extinction du vivant est de 100 à 1000 fois depuis le début de la révolution industrielle. Donc là, cette fois-ci, on le voit sur la diapositive, c'est pas la première fois que le vivant est soumis à une forte pression d'extinction, une forte pression de disparition d'espèces. Cette fois-ci, c'est vraiment l'homme qui est la cause principale, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est maintenant assez documenté. Là encore, l'IPBES nous présente les principaux vecteurs, les principales explications de cette disparition de la biodiversité. Vous les avez... Alors je crois que j'ai la possibilité de vous montrer ça sur la diapo. Je vais le faire à la main, ça sera peut-être plus simple. Vous le voyez ici, donc ce qu'on appelle les facteurs directs, que sont le changement d'usage des sols, l'artificialisation par exemple, certaines pratiques agricoles également, l'exploitation directe des principales matières premières, des matières premières qui dépendent véritablement directement de la biodiversité, le changement climatique, qui est une cause en soi, mais qui a aussi un impact sur l'érosion de la biodiversité, bien sûr les pollutions, et puis tout ce que l'homme va pouvoir véhiculer, et notamment ces espèces exotiques, envahissantes, qui ont beaucoup d'impact. Ce qui est important, alors il y a d'autres pressions sur la biodiversité, mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'en fait ces différentes pressions sont démultipliées par la situation actuelle. La démographie d'une part, nos modèles économiques, l'incapacité de nos gouvernants, de nos États, de nos sociétés finalement à appliquer les réglementations et les engagements qu'ils prennent. Et puis un certain nombre de conflits, de pandémies qui, là encore, en fait, viennent décupler tout ça. Alors, on ne va pas aller plus loin dans les chiffres, vous en avez là un certain nombre, pour dire que ce soit les grandes espèces mammifères, les oiseaux, les reptiles, mais également les insectes, la microfaune du sol, au plus profond des océans, en fait, partout, la biodiversité se porte très très mal. Et c'est un vrai sujet, parce que et c'est là-dessus c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vous invite, vous entrepreneurs, à vous préoccuper de ce sujet biodiversité. Et bien parce qu'en fait ce vivant, c'est, on l'a vu et on le sait, des espèces qui vont mal, très bien, mais c'est aussi en fait ces espèces qui portent ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et ces services en fait sont aujourd'hui largement malmenés par cette érosion de la biodiversité. Et il faut avoir en tête que finalement tous ces services écosystémiques, ils représentent une part importante de ce sur quoi reposent nos modèles de société humaine, mais société entrepreneuriale, économique également. Et vous le voyez sur la diapositive.
un certain nombre de relations, hein, plus ou moins directes, indirectes. Évidemment, tout le monde pense à l'alimentation, mais c'est également la photosynthèse, et cette photosynthèse qui remet dans l'atmosphère de l'oxygène, c'est la qualité de l'air, de l'eau, c'est bien évidemment un certain nombre de matériaux. J'ai échangé il y a un instant avec un entrepreneur d'une entreprise de charpente qui me parlait de sa relation évidemment directe au bois, donc ça c'est une évidence, mais on le verra un peu plus tard, un certain nombre d'entreprises peut-être dépendent moins directement de la biodiversité, mais néanmoins dépendent de ces fameux services écosystémiques. Merci, merci, très clair. Et ce qu'on voit finalement, c'est que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, assez nombreux j'espère ce matin, c'est pas toujours facile de faire le lien. Donc tu l'as dit, il y a effectivement des impacts directs. On pense à des secteurs très impactés ou très dépendants de la biodiversité, comme la pêche, l'agriculture, etc. Ou même le tourisme dans leurs activités. Mais finalement, cet impact, il est beaucoup plus large que ça. Tu l'as dit, on a des effets indirects. Et on s'aperçoit que c'est une grande majorité des secteurs qui peut être impactés par ce déclin de la biodiversité. Oui, tout à fait. En fait, là encore, ça commence à être assez documenté. On considère, et ça fait maintenant une quinzaine d'années que les économistes principalement écrivent là-dessus, que 60% de l'économie mondiale repose sur les services gratuits fournis par la nature, ces fameux services écosystémiques que je viens de présenter. Alors 60% de l'économie mondiale, on se dit que par ailleurs, voilà, pas une seule entreprise, ou en tout cas de très très rares entreprises, intègrent ces services dans leur comptabilité, dans leur vision capitalistique, ce qui fait qu'on se retrouve effectivement avec des pans complets de l'économie qui sont à court terme menacés par cette érosion de la biodiversité et par là même, encore une fois, l'effondrement des services fournis par la nature. Alors tu l'as dit, tous les services, tous les secteurs d'activité agricoles, agroalimentaires, tout ce qui est autour de la pêche, une partie du chauffage, des énergies, bien sûr un certain nombre de matériaux sont très directement connectés. Donc là on va à court terme à un vrai, devant un certain nombre de dangers si ça n'est pas pris en considération. Puis également donc le tourisme, mais également l'immobilier, la grande distribution. Enfin, on voit des secteurs qui sont pas directement connectés, mais parce qu'ils ont besoin d'espace, parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de matières premières, parce qu'ils ont besoin d'autres services, vont devoir véritablement intégrer tout ça. Alors, en fait, les diapositives nécessitent quelques explications, mais ça permet véritablement, en fait, je pense, reposer le sujet de la place et de la responsabilité de l'entreprise au cœur de ce sujet biodiversité. L'entreprise, vous l'avez ici, en fait, elle dépend de la biodiversité pour un certain nombre de raisons, d'approvisionnement, de régulation, de support, etc. Et elle va pouvoir, donc elle va, entre guillemets, consommer de la biodiversité ou consommer du service. C'est vraiment nécessaire que le dirigeant et que l'entreprise dans son ensemble en ait une pleine conscience, c'est vraiment un sujet aujourd'hui, et elle va pouvoir plus ou moins exercer, son activité va se traduire plus ou moins par une augmentation des différentes pressions en fait qui posent sur la biodiversité. Et donc en fait cette boucle va faire que l'entreprise va pouvoir plus ou moins impacter la biodiversité, et en fait le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de réduire l'accélération des pressions pour aller vers, au contraire, ce que l'on appelle du gain net, c'est-à-dire une entreprise, mais comme pour le social, comme pour le changement climatique, qui sera contributive, qui sera positive et qui va porter sa part de responsabilité. Alors pour avancer un petit peu dans notre propos, nous chez CDC Biodiversité, on a essayé en fait de se poser la question, on est nous-mêmes une entreprise, je l'ai rappelé tout à l'heure, on s'est posé la question de savoir pourquoi quand on est entrepreneur et qu'on a plein d'autres sujets, notamment là en post-Covid, on se dit mais moi l'emploi, la relance, le remboursement de mon prêt, mais voilà, j'ai de la tension moi-même dans ma chaîne de valeur, d'ailleurs pour partie liée à cette relance, liée à la difficulté qu'on a à aller chercher un certain nombre de matières premières, on le voit très bien, je l'ai évoqué sur le bois, mais sur un certain nombre d'autres matières premières, je pense aux métaux par exemple, où il y a une vraie tension aujourd'hui sur les marchés au niveau international, et ça se traduit très clairement aujourd'hui en France. Pourquoi une entreprise peut-elle, peut-être doit-elle s'intéresser à ce sujet de la biodiversité? Alors on a listé au moins 5 raisons, il y en a une sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.
D'abord, pour des questions opérationnelles, tout d'abord, rappelez que, je l'ai dit un instant, quand il y a de la tension sur la matière première, lorsqu'on va dépendre de la bonne expression, du bon déroulement de sa chaîne de valeur, eh bien, on va avoir besoin d'une biodiversité en bon état et on va avoir besoin d'une chaîne de valeur qui a véritablement compris quels étaient ses liens, ses dépendances à la biodiversité. On le voit également sur un certain nombre de sujets. Il y a un risque réputationnel. Les entreprises qui commencent à souhaiter s'exprimer dans leurs relations aux sujets environnementaux et notamment au vivant, à la biodiversité, eh bien, commencent à s'exercer. On le voit d'ailleurs dans l'évolution du ton et des supports d'un certain nombre de publicités. Et là, il faut être extrêmement vigilant parce que les clients, qu'ils soient directement des individus ou des entreprises, eh bien, vont demander des choses qui soient tangibles, ils vont demander de la transparence, vont demander des labels, vont demander des engagements qui sont réels. Ça fait le lien avec un autre sujet qui est celui des marchés et des produits. Là encore, en fait, on va avoir dans la chaîne de valeur une expression, une attente, une tension sur la recherche de produits qui seront les plus authentiques et qui seront le plus à même de montrer véritablement qu'il y a un impact moindre sur la biodiversité, voire demain d'ailleurs un impact positif. Il y a un sujet au niveau financier, je ne suis pas plus long que ça parce qu'on en reparlera tout à l'heure avec l'évolution de la réglementation et donc du coup de la relation entre les investisseurs et les entreprises. Ça c'est vraiment un sujet aujourd'hui, d'ailleurs on en parle, on y travaille avec BPI. Et puis bien enfin un sujet réglementaire puisque là encore, si les premières réglementations pour la protection de la nature au sens large je dirais est assez ancienne puisqu'elle date des années 70-76, la première grande loi pour la protection de la nature, eh bien on voit que cette réglementation, année après année, évolue, se durcit, et également dans son application. Donc là, il y a vraiment la nécessité d'être à jour, aussi sur ce sujet réglementaire lié à la biodiversité, de manière à pouvoir anticiper tout ça. Merci. J'en profite, je fais juste une petite pause, on ne l'a pas dit au début, mais dans la rubrique conversation ou discussion sur le site internet, vous pourrez commencer à poser vos questions et on y répondra à la fin. Pardon, j'avais oublié de le préciser. Donc tu parlais des évolutions réglementaires. Alors, est-ce que tu peux nous décrire finalement pour une entreprise en quoi ça consiste et du coup, qu'est-ce que ça implique pour elle? Alors, on ne va pas faire tout un panégyrique de l'évolution de la réglementation, elle est extrêmement riche et d'ailleurs je ne suis pas moi-même expert de ces sujets-là, mais je voudrais simplement revenir sur 3 focus spécifiques. Il y en a un que les entrepreneurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, commencent à bien connaître, qui est celui qui est autour de la loi de 76, rappelée en 2016, la grande loi de reconquête de la biodiversité, autour de éviter, réduire, compenser. Cette réglementation en fait impose, lorsqu'on va artificialiser un espace naturel, agricole ou forestier, eh bien d'éviter au maximum son impact, donc on va essayer de ne pas aller sur ces espaces-là, de le réduire au maximum en travaillant l'emprise foncière, etc., l'imperméabilité, etc., et puis également de compenser l'impact résiduel, celle qu'on n'aura pas pu éviter absolument. Aujourd'hui, cette compensation, elle devient de plus en plus difficile. Puisqu'on est dans des zones, je pense là on est à l'Accor Arena, donc en plein milieu de Paris, de l'Île-de-France, eh bien le foncier en Île-de-France, qu'il soit bâti, non bâti, qu'il soit constructible ou non d'ailleurs, commence à avoir une valeur très importante. Il devient extrêmement difficile d'appliquer la doctrine éviter, réduire, compenser. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on travaille, puisqu'on accompagne les entrepreneurs dans la réalisation de cette partie-là de leurs contraintes réglementaires. Et voilà, donc il est vraiment nécessaire, par exemple, quand on est un entrepreneur et qu'on a une perspective d'agrandissement ou de déploiement, etc., d'anticiper cela sur les territoires, d'autant plus qu'on est en train de passer depuis cet été avec la loi climat résilience d'un sujet d'un sujet j'impacte des écosystèmes et des espèces qui sont listés et donc sur lesquels il y a un besoin de compensation, à un sujet qui est celui de l'artificialisation. Et là c'est vraiment un pas important, puisque là, on commence à avoir des objectifs très clairs, 2030-2040, avec l'idée, l'ambition, en France, de stopper l'artificialisation. Et alors, le législateur a été assez fin. Enfin, il y a une réflexion, c'est un sujet qui remonte à quelques années désormais, donc on a pas mal travaillé sur ces points-là. Donc on parle de zéro artificialisation nette. Pourquoi ? Bien pour se laisser une capacité de développement, si la société estime qu'elle a besoin
d'infrastructures, d'accueillir pour une commune de nouvelles entreprises ou de nouveaux aménagements. Très bien, mais attention, ça veut dire qu'à terme, il va falloir avoir une vision planifiée de son territoire et donc dire, ok, j'artificialise tel secteur, mais à ce moment-là, en balance, je vais désartificialiser et renaturer tel autre secteur. Alors, techniquement, ça, on sait faire. Je dirais même, nous, chez CDC Biodiversité, on le fait maintenant depuis un peu plus de 12 ans. Donc, on sait sécuriser l'itinéraire écologique, l'itinéraire technique. On sait sécuriser la dimension financière et la dimension garantie sur le long terme. Adosser l'établissement public, Caisse des dépôts, voilà, comme chacun sait, tiers de confiance s'il en est. Donc, on sait projeter tout cela. Mais néanmoins, ça pose un vrai problème d'équilibre économique. Et donc, les collectivités, les entreprises, et là encore, toute taille d'entreprise, doivent désormais se poser la question, quand elles se développent, quand elles ont cette ambition, et c'est une bonne chose bien sûr, de leur impact sur le territoire, de l'artificialisation qu'elles vont déclencher et du coup de la capacité qu'elles vont avoir de désartificialiser ou de contribuer plus exactement à de la désartificialisation sur ce même territoire. Et donc tout ça, ça va se traduire finalement par une évolution du business plan de l'entreprise. Il va falloir intégrer tout ça. On parlait tout à l'heure de comptabilité qui intègre ces enjeux. On parle de plus en plus de comptabilité triple capital, un capital social, un capital économique, financier, classique, et puis un capital environnemental. Et il va falloir absolument que le dirigeant d'entreprise, ces trois capitaux qui ne sont pas poreux l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il faut absolument garder ces trois capitales et en fait les faire fructifier, en fait, exactement comme on le fait avec dans le capital économique de l'entreprise plus classiquement. Et puis un dernier focus, très rapidement, pour dire que depuis 2 ans, enfin depuis 3 ans désormais avec la loi énergie-climat, on attendait la traduction de cette loi dans la relation que les entreprises ont avec les investisseurs. Et le décret est sorti, donc c'est le décret article 29 loi énergie-climat, qui est sorti au mois de mai dernier, et qui demande quelque chose d'assez précis, mais qui, de mon point de vue, alors c'est une contrainte évidemment, mais c'est plutôt quelque chose qui incite à l'échange et donc qui, de mon point de vue, est très positif dans la démarche. Il exige des institutions financières une extension à la biodiversité du reporting extra-financier qui jusqu'à présent en fait se bornait à des sujets sociaux et climat, enfin émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette fois-ci, on va falloir parler de biodiversité, ce qui fait qu'en fait les investisseurs, BPI, l'établissement public, Caisse des dépôts, etc., vont commencer à échanger, ou plutôt vont continuer à échanger, mais vont renforcer dans ce dialogue des échanges également sur le sujet de la biodiversité. Et donc attendez-vous, vous entrepreneurs qui travaillez avec BPI, peut-être à travers lesquels BPI a investi pour accroître le développement de votre entreprise, vous allez devoir parler ensemble de biodiversité. Qu'est-ce que fait l'entreprise véritablement sur la biodiversité? Et ça ne pourra pas s'arrêter aux ruches, aux 2 animations pédagogiques et à quelques géraniums dans son espace vert. Donc il va falloir aller plus loin, c'est un challenge que l'investisseur et que l'entreprise vont porter ensemble. Et donc charge à nous, je dirais collectivement, que cette contrainte réglementaire soit véritablement positive. Merci. Alors, du coup, pour une entreprise qui fait face à des parties prenantes qui commencent à lui demander et lui poser des questions sur ce sujet de biodiversité, c'est comment elle mesure finalement son impact, quels sont les outils qu'elle peut utiliser pour commencer, à objectiver son impact positif ou négatif ou, on espère, positif. Est-ce qu'il y a des outils pour ça ? Alors ça commence. Effectivement, si on est amené à parler de ce sujet maintenant, c'est parce que, notamment chez CDC Biodiversité, mais il y a quelques équipes dans le monde qui travaillent sur ce sujet. Nous, de notre côté, depuis 5 ans, on a analysé ce qui se passait et ce qui fonctionnait bien sur la dimension climat. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que un GIEC qui fixe des scénarios, des États qui prennent des engagements, donc ce fameux scénario 2 degrés qui s'est mu en engagement au moment de l'accord de Paris, le dispositif du bilan carbone qui permet à chacun de comprendre et de mesurer de manière très précise, ou en tout cas assez précise, sa contribution aux gaz à effet de serre, ses émissions. Une métrique synthétique, la tonne équivalent CO2, qui permet en fait de parler un peu de tout type d'émissions et de traduire ça en contribution à l'effet de serre. En fait, tout ça, ça permet de mettre les sociétés en marche dans cette dynamique d'engagement. Et on le voit d'ailleurs, beaucoup d'entreprises, des petites, des grandes, se positionnent par rapport à ce fameux scénario 2 degrés en disant, moi, en 2025, en 2030, en 2040, je veux être 0 émission nette, je veux être 2 degrés compatible. Enfin, chacun façonne un petit peu son engagement
à partir de la mesure qu'il a pu faire de ses émissions, de sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre. C'est exactement le travail que l'on a fait sur la biodiversité. Alors, nous, on est, il y a un certain nombre d'universitaires, d'anciens universitaires dans l'équipe, mais on ne se revendique pas chercheur, donc on s'est appuyé sur des travaux universitaires en Angleterre, un peu en France, en Hollande, notamment l'Agence pour l'environnement hollandaise, le PBL, qui, à la demande du GIEC et de l'IPBES, a travaillé une métrique synthétique qui s'appelle le MSA kilomètre carré pour Mean Species Abundance. Alors c'est pas quelque chose de parfait, mais c'est quelque chose qui va permettre en fait d'exprimer un niveau de dégradation ou de restauration de la biodiversité par unité de surface. Voilà, c'est une moyenne, c'est le vivant en moyenne. Et la grosse qualité de cette métrique, c'est qu'elle va permettre, en fait, où que l'on soit sur la planète, de traduire la relation entre l'activité d'une entreprise, les pressions sur lesquelles s'exerce cette activité et la biodiversité en impact. Et donc, on va pouvoir commencer à comparer les choses et les chiffrer. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu, en fait, dans quelle situation on est, aujourd'hui, je vous évoquais tout à l'heure donc la 6e grande crise d'extinction, l'accélération des extinctions des espèces, etc. Eh bien, on a essayé de traduire en MSA kilomètre carré. Et si vous voulez, on se situe, donc vous voyez, en 2010, on était à environ 32% en moyenne de nature perdue à la surface du globe. En 2020, on est environ à 35% de vivants perdus, et la trajectoire nous emmène gentiment, vous voyez, jusqu'à environ 40% du vivant. Exprimé sur ce schéma, on le voit, c'est-à-dire qu'en fait, on est très largement sorti de la zone de sécurité, c'est-à-dire d'un niveau de biodiversité que les scientifiques considèrent comme acceptable, même si on en a perdu. Vous voyez, ils considèrent en fait que si on perd 28% du vivant, on pourra vivre avec ce vivant en moins, je dirais. Et donc, voilà, les Nations Unies, et d'ailleurs en perspective de la COP15 qui démarre lundi, COP15 biodiversité, eh bien, l'objectif des Nations Unies, de la Convention pour la diversité biologique, c'est de neutraliser la perte de biodiversité très rapidement, avant la fin de la décennie. C'est vraiment un challenge, puisque vous voyez qu'on est quand même sur une pente de plusieurs pourcents par an, donc il va falloir stabiliser ça. Et là où la situation est très intéressante, très importante, et que l'alerte doit être absolument entendue, c'est qu'on n'a pas, comme pour le climat, un budget de 2 degrés encore à grignoter sur quelques décennies ou un siècle. Là, en fait, on est déjà sorti de la zone de risque, et donc les Nations Unies, les scientifiques nous appellent à, dès que possible, et d'ici 2050, en fait, à envisager de restaurer, de regagner 20% de biodiversité. Donc c'est dans cette perspective que l'on s'inscrit. Et comme on s'est dit que les entreprises avaient maintenant bien compris, s'étaient bien approprié l'exercice du bilan carbone, eh bien en fait on a développé le Global Biodiversity Score un petit peu sur cette logique-là. Donc une partie des données d'ailleurs dont l'entreprise a besoin pour mesurer son Global Biodiversity Score, enfin son score biodiversité, ce sont des données qui sont les mêmes ou qui par les mêmes canaux, qu'elle pourra connecter par les mêmes canaux que celles dont elle a besoin pour son bilan carbone. On parle de scope 1, 2, 3 de la même façon, et on va avoir une relation pression-impact à peu près similaire. Voilà. Alors, évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est principalement des PME, des ETI qui nous écoutent. On n'est pas encore à cette échelle-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un Global Biodiversity Score adapté aux plus petites entreprises. En France, c'est principalement les entreprises du CAC 40 qui sont en train d'expérimenter le GBS. On a présenté une version 1.0 l'an dernier simplement, donc c'est quelque chose qui démarre, mais qui va aller assez vite. Et d'ailleurs, avec BPI, avec d'autres plateformes, nous envisageons de travailler à la relation investisseur-PME, donc à la mesure de portefeuille PME. Déjà, ça sera une première étape. Donc c'est un travail qui va nous prendre probablement 1 an ou 2, mais voilà, mais qui va nous permettre de clarifier tout ça, et notamment donc d'organiser cette relation, la réponse à ce fameux article 29 loi énergie-climat, et puis globalement rentrer dans cette boucle, moi, que je souhaite véritablement positive, où l'investisseur accompagne l'entreprise pour des questions financières bien sûr, mais également dans cette ambition conjointe de transition environnementale en intégrant véritablement la biodiversité. Je crois que c'est d'ailleurs le grand sujet actuellement, c'est de voir comment on adresse conjointement l'ambition climat, l'ambition biodiversité, puisque en fait les deux, l'IPBES et le GIEC nous y incitent, vont dans le même sens. Voilà. Merci. Alors, une fois qu'on a tout ça, qu'on est conscient de l'urgence d'agir, qu'on est conscient qu'on a un impact
et qu'on souhaite limiter cet impact, quelles sont les démarches qu'on peut entreprendre quand on est une entreprise, quels engagements on peut prendre? Est-ce qu'il y a également des labels ou est-ce qu'il y a des engagements collectifs que les entreprises peuvent rejoindre pour s'engager pour la biodiversité? Alors effectivement, il y a plusieurs choses. On souhaitait effectivement terminer ce propos par peut-être 2 exemples concrets. Il y a un certain nombre de labels. Si vous êtes dans le bâtiment, le label Biodiversity vous permet de construire véritablement le parti pris biodiversité de vos bureaux, de votre bâtiment, de vos infrastructures. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà. Il y a un certain nombre d'ISO qui intègrent les sujets biodiversité, etc. etc. Au niveau international, il y a une formidable plateforme, Business for Nature, qui rassemble plus de 1000 entreprises avec des ambitions très fortes de mesures d'impact, d'engagement véritablement sur des ambitions de restauration écologique et de mise en marche de la transition au cœur de l'entreprise. Ça, c'est au niveau international. Au niveau national, on a un dispositif qui est porté par l'Office français de la biodiversité, donc l'établissement public en charge de la biodiversité ici en France. Cette plateforme, vous l'avez sous les yeux, cette entreprise engagée pour la nature. Elle vous propose à la fois un cadre méthodologique, des actions, enfin des outils d'explication, de pédagogie, de valorisation, et puis un certain nombre de ressources, d'échanges également avec les autres entreprises qui sont rangées dans qui se sont engagés dans ce dispositif. Ça, pour le coup, c'est vraiment accessible à tous. Il y a un certain nombre de rendez-vous au niveau national. Vous pouvez vous rapprocher. Alors, le site de l'Office français de la biodiversité vous offre un certain nombre d'informations. Et puis, vous pouvez vous rapprocher des directions régionales de l'Office français de la biodiversité qui vous accompagneront également dans cette démarche. Donc ça, c'est valable vraiment pour tous. Et puis, une autre action aussi que l'on peut engager finalement sans attendre et sans regret, puisque s'engager d'ores et déjà pour la lutte contre la perte de biodiversité d'un côté et le changement climatique de l'autre, eh bien c'est quelque chose qui est responsable, qui aura des fruits sur le territoire sur lequel on se développe, sur lequel on habite. C'est l'ambition d'un programme que l'on porte au sein du groupe Caisse des Dépôts qui s'appelle Nature 2050, programme d'ordre philanthropique, qui vise finalement à la fois mobiliser collectivement les acteurs économiques qui souhaitent sur leur territoire envoyer un signal, mais plus qu'un signal, en fait, soutenir des projets très concrets qui adressent conjointement le sujet climat et le sujet biodiversité pour restaurer les écosystèmes et pour maintenir en fait un certain nombre d'activités. C'est un programme qui s'appuie sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, en clair. Pas d'infrastructures grises, mais des infrastructures vertes. C'est vraiment notre credo. Un comité de pilotage national qui rassemble les grandes ONG nationales, les scientifiques, les écomères, l'ADEME, l'OFB et un certain nombre d'acteurs. On travaille tous ensemble à identifier les meilleurs projets, les pépites, un petit peu comme vous, BPI, qui sur les territoires vont pouvoir faire la démonstration de l'efficacité de la restauration écologique et du coup rendre résilients ces territoires. 5 ans, nous fêterons les 5 ans de Nature 2050 dans quelques semaines et nous sommes extrêmement fiers que ces 5 années aient permis d'identifier et d'accompagner 42 projets d'ores et déjà. On sera à près d'une 50aine à la fin de l'année. Des projets qui sont portés par des exploitants agricoles, par quelques entreprises, par des collectivités locales, bien sûr par des associations de protection de la nature. Et toutes ces dynamiques, qu'elles soient en montagne, sur le littoral, au cœur des villes, à la campagne, eh bien, sont engagées jusqu'en 2050. Et c'est la singularité, peut-être une des singularités du programme, c'est-à-dire que quand on contribue à soutenir un projet, eh bien, par le truchement du fonds qu'on a créé ou de CDC Biodiversité qui anime ce programme, eh bien, le porteur de projet va être véritablement accompagné, alors financièrement pendant sa phase travaux, mais techniquement et avec un certain nombre d'indicateurs jusqu'en 2050. On est sur le temps long, on est sur le temps de la nature et on est sur le temps de l'action concrète et positive pour la biodiversité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous pouvez d'ailleurs retenir la date du 26 octobre puisque nous fêterons tous ensemble ces 5 ans de Nature 2050. Ça sera retransmis et donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site. Voilà. Merci Antoine. Merci beaucoup. Peut-être je voulais juste dire entreprise engagée pour la nature. Il me semble que ça se décline également au niveau des territoires et qu'il y a plusieurs dispositifs en fonction des types d'acteurs. Donc c'est intéressant d'aller voir sur leur site internet. Et puis vous avez également beaucoup de contenu effectivement très, très pédagogique, assez bien fait, qui permet d'en savoir un peu plus. Peut-être avant de prendre les questions du public qui nous regarde, je voulais partager avec toi une question d'un entrepreneur que j'ai croisé ce matin avant le début de cette masterclass et qui me disait, bah voilà, moi j'ai une entreprise,
assez classique. Je n'achète pas de matières premières naturelles. Je n'ai pas une entreprise polluante. Par contre, j'ai mon site, mon parking, mon entrepôt et mon site industriel. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas d'impact sur la biodiversité et je ne sais pas du tout comment je peux contribuer négativement ni positivement. Et c'est vraiment un exemple assez récurrent de gens qui n'ont pas des activités vraiment extrêmement liées avec la nature, qui ne voient pas ce lien. Et pourtant, on est convaincus au fond de nous quand même que toute l'économie, puis tu l'as dit, toute l'économie presque est impactée. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner quelques pistes d'action qui s'appliqueraient, je pense, à ce dirigeant qui est représentatif de beaucoup de nos clients d'ailleurs? Bien sûr, alors ça, ce sont des questions récurrentes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Entreprise engagée pour la nature a été créée. Hein. Le dispositif, en fait, commence par un certain nombre de questions, invite le dirigeant à se poser ces questions et en y répondant, finalement, à prendre conscience de sa relation plus ou moins directe à la biodiversité. Sans vouloir être exhaustif, évidemment, l'implantation est le premier niveau sur lequel il faut se questionner. Ces parkings, est-ce qu'ils sont imperméables, par exemple, nos espaces verts, est-ce qu'ils sont gérés de façon, je veux dire, au moins éco-responsable? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher comme fonctionnalité écologique, comme richesse d'expression du vivant? Voilà, c'est les types de supports végétaux, c'est les itinéraires techniques qui sont choisis. Donc dans la relation avec son paysagiste, on va pouvoir discuter de tout ça. La profession est en train d'avancer. Les plantes, y compris d'ornement, que l'on va chercher, aujourd'hui on peut aller les chercher dans des pépinières qui sont labellisées plantes bleues, sur des plants qui sont locaux, des essences qui sont locales et qui donc du coup vont pouvoir véritablement contribuer à la biodiversité qui se trouve, je dirais, de l'autre côté de la rue ou de la clôture. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Il y a beaucoup de choses à faire autour de l'imperméabilisation, autour du végétal. Il y a certainement aussi beaucoup à faire au niveau de l'alimentation. Donc quand il y a une cantine ou un coin, etc. Donc là, évidemment, faut regarder. C'est assez facile aujourd'hui. On en parle beaucoup. Ça tient en 3 mots. Hein, c'est local, de qualité, idéalement bio, mais on peut aller aujourd'hui plus loin que le bio. Et puis de saison. Donc ça, c'est vraiment les 3 mots-clés. Et donc, soit on fournit à manger à ses collaborateurs et donc on va regarder la relation avec le restaurateur, le livreur, etc. Et même les Sodexo et autres, hein, aujourd'hui, sont habitués à se faire challenger sur ces sujets-là. Donc, il faut y aller. Et puis sinon, on peut aussi inciter ses collaborateurs à manger de cette façon-là, y compris d'ailleurs en construisant le lien avec des fournisseurs locaux. Hein. Ça peut être via des AMAP, etc. Enfin, donc l'entrepreneur peut vraiment contribuer à l'ancrage en fait de ses collaborateurs qui sont très souvent en demande. Hein. Si on les laisse s'exprimer là-dessus, ils vont être voilà. Ça c'est toujours très positif et c'est toujours une dynamique d'entreprise très forte. Il y a un travail à faire en checkant vraiment l'intégralité des matières premières que l'on va utiliser dans la construction du bâtiment, au papier, en passant par tous les consommables de l'entreprise. Et puis, il y a certainement aussi une question au niveau des dépenses énergétiques. On adresse ce sujet-là d'une manière économique de toute façon, d'une manière contribution au changement climatique d'une autre, mais ça compte également pour la biodiversité. On peut se poser plein d'autres questions pour aller plus loin sur une toiture végétalisée, sur des pans de murs végétalisés, etc. Et puis on peut se poser la question de la relation entre l'entreprise, en fait, dans son objet même, avec au sein de la chaîne de valeur, d'autres acteurs qui vont eux-mêmes en fait avoir besoin que mon entreprise fasse des efforts pour pouvoir eux-mêmes en fait en faire à leur tour et faire que la chaîne de valeur entre dans une démarche fructueuse de manière globale. Donc voilà, quelques exemples. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et même si effectivement on n'a pas l'impression, parce que l'entreprise qui est dans les faubourgs d'une ville de taille moyenne, effectivement elle a son foncier, mais il y en a plein d'autres qui sont dans des centres-bourgs ou dans des grandes métropoles qui vont être dans certains étages de grands immeubles qui seront encore plus déconnectés. Bien, il faut que celle-ci également se pose ces questions et Entreprises engagées pour la nature les aide à avancer sur ce sujet. Merci. Peut-être, est-ce que vous avez une question? Pas de question. Peut-être une autre question. On n'a pas parlé des opportunités. Comment, en fait, le fait de prendre en compte la biodiversité, ça peut devenir une opportunité de business pour les entreprises? Est-ce que ça leur permet parfois peut-être de se distinguer de ses concurrents? Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont pris ce chemin? Alors, il y a énormément d'exemples qui avancent, qui montrent qu'aujourd'hui, se saisir du sujet biodiversité était réellement une opportunité pour l'entrepreneur.
plusieurs. Une entreprise du BTP, je ne donne pas son nom, mais qui travaille avec de grosses infrastructures sur les énergies renouvelables sur le littoral ou en mer, qui me questionnait il y a quelques semaines sur la capacité de ces infrastructures et de ces métiers, donc en fait à effectif constant et avec des compétences constantes, voir comment elles pouvaient passer de contribution à la construction d'infrastructures grises, donc clair du béton, à la restauration de services écosystémiques, de fonctionnalités écologiques, donc d'écosystèmes. Et je trouve ça extrêmement passionnant. Et donc c'est un sujet qui est en cours dans cette entreprise-là, parce qu'en fait elle sent que les attentes des territoires, de la société, et peut-être demain, enfin même très certainement demain, d'un certain nombre d'appels d'offres, donc de son carnet de commandes, va évaluer dans ce sens. C'est des entreprises, c'est multinationales, ça va certainement derrière avoir, je pense, un certain électrochoc. J'ai échangé avec de jeunes entrepreneurs d'une entreprise qui est dans le vin il y a quelques jours, qui me racontaient comment aujourd'hui, eux, ils considéraient qu'il y avait un positionnement pour eux, d'ailleurs, qui se traduisait très concrètement en 4 ans par une croissance à plus de 2 chiffres par an de leur entreprise, donc extrêmement forte, hein, pour un segment intransigeant, c'est-à-dire une vigne bio, un élevage en biodynamie, un vin, alors des bouteilles vegan compatibles avec des cols, etc., qui voilà, faire que sur tout le cursus on soit vraiment très engagé, et parce que en fait avec un peu la bobéisation de nos centres urbains, eh bien il y a une offre, en tout cas il y a une attente et des restaurateurs, des magasins qui veulent absolument être clean de bout en bout et qui ne trouvent pas aujourd'hui sur le marché des vins qui cochent toutes les cases. Et donc eux, ils ont choisi ce positionnement-là. Il est extrêmement exigeant. Ils sont bicorp, etc. en plus, donc ils sont vraiment allés tout au bout. Mais ça marche. Et derrière eux, en fait, ils vont emmener bien toute une chaîne, y compris à la fin un agriculteur ou plutôt même au début, un agriculteur qui lui-même va complètement changer ses pratiques et donc contribuer concrètement à la biodiversité. Donc l'agriculteur, cette entreprise, puis demain le restaurateur, la boutique et son consommateur, toute cette chaîne-là en fait va être contributrice d'une biodiversité positive. Voilà, il y en aurait beaucoup d'autres, mais on sent qu'il y a énormément aujourd'hui d'innovation, d'ingéniosité et de volonté, et je crois que c'est vraiment de ça dont on a besoin pour adresser positivement ce sujet. Merci beaucoup. Donc effectivement, la biodiversité, quand on le prend en compte, en fait, c'est pas juste une contrainte, c'est aussi potentiellement une opportunité pour se démarquer, pour faire croître son business, comme tu l'as expliqué. Donc c'est véritablement un sujet, je dirais, primordial pour les entrepreneurs aujourd'hui. Peut-être, je crois qu'il nous reste quelques minutes. C'est pas très clair. Ah oui, c'est ça. On a encore un peu de temps. Peut-être la question qu'on peut se poser, je dirais, c'est comment on démarre, comment on se pose la question. Tu l'as dit, donc en fait, on rejoint Entreprises engagées pour la nature. Est-ce qu'il ne faut pas être déjà avancé dans sa démarche pour les contacter, ou est-ce qu'on peut trouver facilement je dirais des conseils, quoi. Vers qui on se tourne? Quels sont les acteurs que tu conseillerais pour une entreprise qui veut commencer à avancer? Alors effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, ça dépend un petit peu où est-ce que vous vous trouvez, quel est votre métier, quelle est l'échelle du défi qui est devant vous, enfin voilà l'ambition que vous portez. Sur le site web, c'est vraiment le plus simple de l'Office français de la biodiversité. Il y a déjà beaucoup d'informations. Après, évidemment, c'est extrêmement vertueux de se tourner vers les directions régionales de l'OFB, de l'ADEME également, qui peuvent avoir des réponses pour les entrepreneurs. Et puis se tourner naturellement vers les ONG. Elles sont nombreuses, hein, le réseau de France Nature Environnement, les différentes LPO, l'ancienne Ligue pour la protection des oiseaux, donc c'est plus d'une quarantaine d'associations qui travaillent bien sûr sur les oiseaux, mais plus largement sur tout le vivant, et qui ont capacité par leurs activités pédagogiques, leurs sorties nature et leur analyse, leur expertise, de venir travailler avec vous, chez vous, pour véritablement mettre en place des actions positives. D'ailleurs, je pense, en parlant, à la dynamique extrêmement sympathique qui se déroule actuellement en Drôme, où des collectifs d'entreprises se sont rassemblés pour échanger justement avec un certain nombre d'associations, et je pense notamment à la LPO Drôme, qui ensemble, du coup, ont adressé un certain nombre de défis pour leur territoire. Les entrepreneurs viennent avec ce qu'ils ont observé, leurs envies, les espèces qui leur parlent, les écosystèmes qui leur paraissent stratégiques, les paysages qu'ils souhaitent contribuer à préserver. Et avec la LPO, ils mettent en place
ensemble des réponses face à ce défi de territoire. C'est vraiment quelque chose d'important, hein. La biodiversité, c'est local. Encore plus que les sujets climatiques, la biodiversité, on doit l'adresser collectivement et localement. Voilà. Donc les ONG, ça c'est vraiment important. Et puis, un mot également pour dire que, en fait, moi, ma conviction, c'est que cette dynamique de prise en compte de la biodiversité, on doit la porter vraiment de manière très transversale. C'est une opportunité pour l'entrepreneur d'emmener derrière lui ses troupes, ses collaborateurs, tout l'ensemble des équipes. Et pourquoi pas d'ailleurs accompagner cette réflexion de transition environnementale dans une réflexion entreprise à mission de définition de sa raison d'être. Nous sommes nous-mêmes d'ailleurs chez CDC Biodiversité en train de faire cet exercice. Ça prend un petit peu de temps. C'est du temps, donc ça a un coût, mais on peut le faire soi-même. Après, il y a un certain nombre d'acteurs aussi qui sont spécialisés pour nous accompagner, mais ça permet, je pense, en ce début du XXIe siècle, à un moment certainement charnière, où de toute façon, qu'on le veuille ou non, la transition environnementale va s'imposer. Soit on l'anticipe et on pourra l'accompagner, soit elle s'imposera à nous et ça sera un petit peu frontal, pour pas dire radical. Eh bien, de se poser en fait, la question de la mission de mon entreprise, au-delà de ce à quoi je contribue, au-delà de ce que je produis, eh bien, quelle est ma contribution à la société, quelle est ma contribution au monde. Et il y en a, donc il y a des réponses environnementales, il y a des réponses sociales, bien évidemment, il y en a certainement d'autres, mais c'est certainement, je pense, un bon moment pour se poser ces questions et du coup se renforcer en post-Covid, redonner du sens à la mission de son entreprise, redéfinir sa raison d'être et se repositionner dans le jeu d'acteurs. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que encore plus que pour le climat, on voit que c'est une démarche qui se fait pas tout seul dans son coin, mais vraiment en discussion avec ses parties prenantes et également, ce qui d'ailleurs caractérise la démarche RSE, hein, qui est quand même tournée également vers les parties prenantes. C'est vraiment intéressant aussi de se dire qu'on peut aller voir les ONG parce que quand on est une entreprise, parfois c'est un type d'acteur qui peut nous faire un peu peur. On a peur de prendre des coups. Et ce que tu dis, c'est que finalement, il faut essayer quand même de contacter peut-être des associations locales qui nous parlent et qu'elles seront plutôt réceptives à ce sujet. Tu confirmes que c'est pas un danger pour... Alors, il y a toujours des sujets conflictuels et les ONG sont là pour rappeler cela. J'y ai moi-même travaillé pendant quelques années et je continue d'ailleurs, à titre bénévole, à soutenir un certain nombre de sujets parce que c'est important pour faire société qu'on puisse aussi porter ces missions, ces enjeux d'intérêt général. Ce que je veux dire par là, et ça date en fait du Grenelle de l'environnement en France, hein, principalement, donc 2008, 2009, 2010, les premières années du Grenelle, où finalement on a appris en France à se mettre autour de la table et à discuter. Alors, la discussion peut être parfois virile, le ton peut monter, mais ce qui est important effectivement, c'est d'observer que 10 ans plus tard, même 12 ans plus tard, les entreprises, les territoires, les collectivités et les ONG, eh bien, de plus en plus se retrouvent, échangent, construisent. Moi, j'ai observé avec vraiment beaucoup de plaisir que beaucoup d'entrepreneurs étaient eux-mêmes d'ailleurs engagés dans les mouvements associatifs ou étaient sensibles à ces causes et les soutenaient, et puis que la plupart des associations étaient elles-mêmes aujourd'hui en capacité d'apporter leur expertise aux territoires et aux entreprises et qu'elles étaient prêtes à le faire. C'est-à-dire que les conseils d'administration de ces ONG ont évolué et sont dans le dialogue pour trouver des issues. De toute façon, le défi est tellement important qu'on ne pourra l'adresser que tous ensemble. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, et a fortiori lorsqu'on est une PME, une ETI sur un territoire, je vais être très clair, une ONG et une PME sur un territoire, ce sont des acteurs économiques qui finalement propose de l'emploi, de l'engagement aux citoyens par deux chemins complémentaires. Et c'est d'ailleurs très fréquent qu'un salarié dans une association, sa femme ou son mari respectivement, sont eux-mêmes salariés dans une entreprise ou dans une collectivité. Donc de toute façon, naturellement, ce maillage se fait. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment effectivement, de part et d'autre, entretenir le dialogue pour trouver ces solutions et puis pour partager une expertise, puisque c'est de ça dont on parle. Merci beaucoup. Je vérifie qu'on n'a pas une dernière question. A priori, non. On arrive juste à la fin de notre timing. Peut-être le mot de la fin, Antoine, vraiment qui donne envie aujourd'hui, parce que c'est une journée particulière à BIC. C'est une journée où on est inspiré, où il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués et où on peut trouver des solutions à nos préoccupations du moment. Comment on y va? Alors, vraiment, le mot de la fin en une phrase.
En une phrase, vraiment, engageons-nous, engagez-vous, entrepreneurs, sans arrière-pensée, sans frilosité. On va reparler de la biodiversité au moment donc de cette COP15 toute la semaine prochaine. Donc il y aura des articles dans la presse, on en parlera à la télévision, on va parler vraiment de ces enjeux de biodiversité. Allez sur le site de CDC Biodiversité, allez sur le site de la mission économie de la biodiversité. Vous y trouverez beaucoup de publications, celui de l'Office français de la biodiversité également. Tout ça est vraiment facile à trouver. Et puis, commencez à rentrer dans cette démarche de prise en compte de la biodiversité. Vous le verrez, il y a beaucoup d'outils qui vous prennent par la main, qui vous permettent d'avancer. Et au-delà de ces engagements, et puisqu'on va rentrer dans une dynamique d'élection présidentielle où le sujet de l'environnement va être également très prégnant, donc ça va nous emmener jusqu'au printemps prochain. Et faisons qu'au printemps prochain, chacun d'entre nous soit déjà rentré dans une démarche de progrès. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, merci à tous. Bon big à tous et une belle journée. Merci Antoine, à très bientôt.